La céramique sigillée, en fait, il y a deux façons de la voir, en fait. Il y a la façon historique, qui était, surtout pendant l'époque gallo-romaine, des céramiques tournées dans des moules et ensuite enduites avec des vernis d'argile. Et nous, aujourd'hui, il y a la manière contemporaine, où là, on se sert exclusivement des vernis d'argile et on tourne plus dans les moules. On ne fait plus les frises comme les gallo-romains pouvaient faire. Et on les cuit un peu différemment aussi. On n'a plus tout à fait le même mode de cuisson. Les Gallo-Romains, ils avaient un objectif purement utilitaire. Ça a été vraiment une révolution dans la céramique à ce moment-là. Ça leur a permis de passer de la céramique commune à une céramique étanche et beaucoup plus solide, qui leur a permis même de commercialiser à l'échelle de l'Empire romain toute leur céramique. C'était une production quasiment industrielle et ils recherchaient un produit uniforme. Comme ils recherchaient ce fameux produit uniforme, avaient mis au point un système de four à tubulure. C'est-à-dire qu'on avait souvent le feu en dessous, la flamme passait dans ces tubulures, et entre les tubulures, il y avait des pièces. Ce qui permettait de cuire par rayonnement, et donc du coup d'avoir une cuisson sans trace de flamme, comme aujourd'hui on pourrait avoir dans un four électrique. Ils voulaient surtout ce rouge. Moi j'ai 5 terres différentes, et qui vont m'amener des teintes différentes. À la base, on a pris de la terre qu'on a fait sécher et on va faire décanter pour obtenir les plus fines particules de l'argile. Suivant la nature de l'argile, à partir d'1 kilo de terre sèche, on va mettre entre 5 et 10 litres d'eau et on va faire une décantation. On va obtenir une substance très liquide avec le plus fin de l'argile. Ensuite, on va commencer à monter la terre pour créer la forme qu'on veut. Une fois que le bâton est centré, en fait, on va pouvoir percer. Et là, on va commencer à créer le fond de la pièce. Et ensuite, bah, on va continuer, on va commencer à monter la terre pour créer la forme qu'on veut.
on va la faire sécher. Et là, on va la reprendre sur le tour, en fait, et on va faire du tournassage. Le tournassage va permettre d'affiner la ligne de la poterie. Et ensuite, on va venir légèrement, pour ma part, légèrement la polir. Certains potiers polissent encore à d'autres stades du séchage, mais moi je fais juste un lissage, un peu polissage, pour pas qu'il y ait d'effet miroir. Une fois qu'elle est totalement sèche, je vais venir l'enduire de ces vernis particuliers qui sont les vernis siégés. Et je vais pouvoir jouer suivant comment je l'applique sur les différentes teintes futures qu'il y aura pendant la cuisson. En plus des vernis sigillés, les pièces, je vais les mettre dans ce qu'on pourrait appeler une gazette. Et en fait, c'est un contenant en terre qui va me servir à retenir des matières que je vais mettre tout autour. Bien souvent, c'est du sable ou de l'argile avec un peu de cendre. Le carbone généré par le four à bois et ce qu'il y a dans ces contenants, ça va créer des décors sur la pièce. Et les parties où il n'y a pas ces traces, en fait, c'est des parties de sable ou de terre. Et entre chaque couche, bah là, chaque marque, c'est une trace de sang, en fait. La cuisson dure 12 heures, mais il y a toute une phase de refroidissement ensuite. Où là aussi, des fois dans les phases de refroidissement, on peut travailler. On peut rouvrir le four, par exemple, aux alentours de 500-600 degrés, et puis remettre du bois pour générer un enfumage. Là, on s'amuse vraiment avec le carbone, la flamme, ça va impacter la pièce, ça crée des décors en plus de tout ce qu'on a mis dessus.